Donc voilà globalement ce que je voulais vous présenter ici. Je ne sais pas déjà si sur ça, Théo, tu voulais rebondir avant qu'on Non, mais commente. après, pas forcément de grande surprise. Comme tu l'as dit, on a eu une correction qui a été bon, moyennement importante. C'était pas non plus de quoi s'affoler, comme ce qui est normal dans tous les cycles crypto. Et maintenant, à voir un petit peu ce qu'on va parler maintenant au final pour faire une transition. Ce qui va se Mmh. passer au niveau des élections US, parce que c'est quand même un catalyseur important de mouvement. Et à voir du coup si ça va catalyser la reprise d'un bull run plus explosif ou si on va latéraliser cet été en fait. En gros, c'est ça les deux scénarios. Donc on va peut-être reparler maintenant avec les différents éléments. Parce qu'effectivement, ce qui est en train de se passer, parce que ça bouge pas mal, du coup, je pense que c'est pour ça qu'on a voulu en parler. Ça bouge pas mal aux US. Et encore, c'est quand même assez influent sur les marchés financiers et sur la crypto en général. Donc, à voir ce qu'on va évoquer et ce qu'on pourrait essayer d'en tirer, comment ça pourrait impacter le marché des cryptos, sans boule de cristal néanmoins. Mais bon, à voir un petit peu ce qui est en train de se passer et comment on peut l'interpréter, ce qu'on pourrait éventuellement en tirer. Toujours pareil avec Mmh. scénario possible, probabilité. Mais bon, je pense que ça va être pas mal. Mmh. Donc, je sais pas si tu veux partager ou commence à Bah, faire. je vais commencer à partager des infos et puis Maximilien qui disait vous abordez la note française par rapport à la dette aujourd'hui. On pourra parler aussi éventuellement de la dette française. Là, on a plutôt prévu sur ce live de parler des élections américaines et de son potentiel impact sur le marché crypto et sur les marchés financiers de manière générale. Parce qu'aujourd'hui, globalement, on va dire le président français ou la dette française au niveau mondial, ça n'a pas forcément énormément d'impact sur les marchés financiers. Par contre, les élections américaines, et puis ce que va faire la Fed aussi, là, oui, ça a quand même nettement plus d'influence. Donc, bon, si ça intéresse, on pourra éventuellement regarder. Hein. Mais on va plus s'axer sur le marché US. Jean-Daniel qui dit Trump a une condamnation, mais ça ne devrait pas avoir d'influence. Alors, ils ont tous des casseroles, hein, de toute façon. Hein. Globalement, tu regardes même Biden, enfin, ils en ont tous. Je pense que ça fait partie du métier, de toute façon. Mais on va en parler aussi. Bilal, top à 120K aux élections et la date éventuellement pour le Next Bear. Alors, on en parlera aussi des différentes targets. Je pense que tu voulais plus parler des targets. On en parlera. On pourra faire quelques prévisions, en tout cas de quelques scénarios qu'on pourrait avoir en tête. Donc, je vais vous partager mon écran. Tu vas me confirmer, Théo, qu'on voit bien ça. Et je vais mettre en full. Comme ça, on va bien voir nos trucs. Donc là, vous nous avez vu disparaître, ce qui est normal. Tac. Est-ce qu'on voit bien mon écran? Et est-ce Ouais, que c'est c'est en bon. full? Ouais, nickel. On ne voit C'est pas, mais bien tant en pis. full. On s'en fout. OK. Bah, c'est pour, voilà, je vais Ouais, bien ouais, que non, vous mais c'est voyez bon les comme ça. infos. Donc, je vais vous faire un petit débrief rapide. Après, l'idée, c'est d'échanger ensemble là-dessus, mais globalement, vous avez vu que les élections américaines arrivent bientôt. Ces élections sont prévues normalement le 5 novembre 2024. Et donc, il y a plusieurs candidats, mais aujourd'hui, les deux plus gros d'un point de vue sondage et ceux qui sont les plus médiatisés aujourd'hui, on va voir Trump et Biden. Donc Biden qui souhaiterait se faire réélire et puis Donald Trump qui lui aussi souhaiterait de nouveau revenir en tant que président des États-Unis. Et donc il y a eu pas mal de news qui ont pas mal fait parler ces derniers temps, notamment donc Trump qui a dit qu'il était de nouveau crypto-friendly et qu'il acceptait pour sa campagne, pour financer sa campagne, le paiement en crypto-monnaie. Également, si on zoome un petit peu là, on voit il y a des portefeuilles de personnalités connues que vous pouvez suivre, notamment sur Arkham Intelligence. J'avais fait tout un tuto sur YouTube qui est assez technique, mais qui est quand même assez intéressant sur la possibilité en fait pour vous de traquer par exemple les portefeuilles de Vitalik et vraiment de personnalités connues. Notamment, il y a le portefeuille de Trump. Il y en a peut-être plusieurs, mais en tout cas, il a plus de 10 millions de dollars aujourd'hui dans la crypto. Il avait lancé toute une collection de NFT aussi. Donc voilà, en fait, pour moi, et c'est un peu le discours, vous allez voir qu'il y a un double discours, comme à chaque fois avec les politiciens. Leur objectif, c'est d'aller tirer la couverture de leur côté pour avoir un maximum d'électorat, parce qu'aujourd'hui, je vous rappelle quand même que la crypto, ça représente dans le monde entier 580 millions d'utilisateurs. Donc, ça reste quand même une part assez importante et significative de la population. Aux États-Unis, je n'ai pas les chiffres, il faudrait qu'on puisse les retrouver, mais ça reste quand même une partie assez importante de l'électorat américain. Donc, c'est quand même des voix à aller chercher. Et aujourd'hui, on a vu du coup Trump qui fait
a parlé de lui au départ en disant voilà, moi je suis crypto-friendly, on va faire en sorte d'écarter Elizabeth Warren du Congrès pour faire en sorte qu'elle ne vous embête pas trop avec vos bitcoins, on va empêcher l'arrivée des CBDC, je vais faire en sorte de libérer Ross Ulbricht. Ross Ulbricht, qui était le fondateur de Silk Road, hein, qui a pris 2 peines à vie d'emprisonnement plus 45 ans, je crois en plus. Donc, bref, il n'était pas du tout censé sortir derrière les barreaux, alors que Sam Bankman-Fried, je crois, il a pris 25 ans, lui. Hein. Donc, juste pour vous donner un ordre d'idée, simplement, il y en a un qui a arrosé un peu tout le monde, hein, les républicains, les démocrates. Et puis, de l'autre côté, on a eu Ross Ulbricht, qui, certes, a développé un outil, une plateforme qui a été utilisée pour vendre de la drogue, faire un peu tout et n'importe quoi. Mais il a développé un outil avant tout. Et comme aujourd'hui, on a des attaques dans la crypto contre les développeurs, par exemple, de Tornado Cash, même également aussi en ce moment là sur Uniswap. Donc, il y a une vraie attaque de la part des gouvernements pour tous ces protocoles-là et pour tout ce qui pourrait nuire à la souveraineté d'un pays ou de la manière dont le gouvernement gère sa monnaie, en fait, de manière générale. Et c'est pour ça que les peines ne sont pas du tout les mêmes, et en plus, elles sont cumulatives aux États-Unis. Donc, juste pour reprendre ce que je vous disais concernant Trump, donc on voit qu'il y a un vrai axe marketing pour essayer d'attirer au maximum des personnes qui sont dans la crypto aujourd'hui. Par contre, dans son discours, il discrédite comme à chaque fois, hein, il fait la une des journaux, il parle de Biden comme étant un escroc, il dit qu'il va permettre la suprématie de la crypto une fois élu. Comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, il dit qu'il va avoir pour objectif de libérer Ross Ulbricht, d'arrêter les CBDC et qui va permettre donc le self-custody, va supporter le self-custody, donc la détention de vos crypto-monnaies en nom propre et le free speech libertarien et le côté cypherpunk qui est poussé depuis maintenant des années dans le côté crypto. Alors, faut pas se leurrer non plus, hein, parce que là, je vous ai récupéré quand même quelques tweets de notre bon vieux Trump en 2019 et qu'il expliquait qu'il n'était pas un vrai fan du Bitcoin et de d'autres cryptos, qui ne sont pas vraiment des monnaies. Leur valeur est très volatile et qui est basée en fait sur aucune véritable valeur intrinsèque. La crypto, c'était un actif qui n'était pas vraiment régulé et qui pouvait faciliter des comportements, alors unlawful, je ne sais pas comment on peut le traduire, mais contre la loi, quoi. Pas forcément en faveur de la loi, en incluant les échanges de drogue et des activités illicites. Donc, on voit que là, entre le discours qu'il a aujourd'hui et celui qu'il avait en 2019, ça a quand même pas mal changé. Donc, ça, c'est parce qu'à l'époque, il ne faut pas se leurrer non plus, hein. En 2019, la majorité des personnes étaient contre la crypto, hein. On venait de sortir du cycle de 2017. Il y avait l'euphorie. On n'était clairement pas au précédent plus haut. On était encore dans une période où il y avait énormément de mauvaises nouvelles sur la crypto. Et vu que là, il était toujours dans ses campagnes présidentielles et puis il était clairement dans sa politique, hein, pour le coup. La majorité des gens étaient contre la crypto, donc il était là-dessus, quoi. Là, on voit qu'on a eu les ETF Bitcoin, on va avoir les ETF Ethereum qui vont bientôt arriver. Donc là, on voit que le mouvement est en train de shifter de l'autre côté. Donc lui, il va shifter aussi, hein, il retourne sa veste, hein. C'est un peu le jeu qui vaut ça, hein. Là, également aussi, en 2021, il disait que le Bitcoin, c'était un scam. C'est une vidéo où il dit, voilà, j'aime pas le Bitcoin, it just seems like a scam. Bon, on voit que son discours a pas mal changé. Et autre chose aussi super intéressante, c'est que lorsqu'il était président de la République, beaucoup l'ont oublié, mais j'ai retrouvé un article qui le démontre encore une fois. Il avait également prévu de libérer Ross Ulbricht, hein, sauf qu'aujourd'hui, il est toujours sous les barreaux. Et là, il est en train de nous refaire le coup. Il est en train de nous dire, voilà, je vais libérer Ross Ulbricht. D'accord. Il l'avait déjà fait la fois d'avant, puis il ne l'a pas libéré. Donc, bon, peut-être qu'il le fera cette fois-ci, j'en sais rien. Mais juste pour vous dire que, comme tout, en France et partout ailleurs, c'est toujours pareil. Nous, on ne s'intéresse pas forcément à la politique parce que on n'y voit pas forcément d'intérêt à l'heure actuelle. Et surtout, on se rend compte qu'il y a toujours un double discours. On n'a pas l'impression que ces personnes-là bossent pour le bien-être de l'humanité et pour le bien-être de la civilisation et du pays en question. Ils bossent plutôt pour se faire réélire et puis pour protéger, on va dire, leurs intérêts personnels. Et voilà, ça fait partie du jeu, il faut juste le savoir et pas non plus se faire avoir globalement par les discours des uns et des autres.
Nous, ce qui va nous intéresser, ça va être le sujet de l'échange avec Théo, c'est de voir globalement ce qu'on peut retirer. Est-ce que globalement, peu importe la personne qui sera élire, est-ce que ce sera globalement très positif pour l'écosystème crypto ou non, quoi. C'est ça l'objectif de notre échange. Alors de l'autre côté, Biden, lui, a poussé en fait l'approval des ETF Ethereum Spot de la part de la SEC, parce qu'il a vu que son concurrent direct, Trump, lui, commençait à avoir pas mal d'électorats crypto qui allaient voter pour lui. Donc il a dit bon, moi, j'ai pas fait énormément de choses pendant mon mandat pour l'aspect crypto. Donc là, il a dit allez, on va pousser au niveau de la SEC, on va forcer cette dernière à accepter les ETF Ethereum Spot, ce qui a été fait en un temps record. Je crois qu'il n'y a pas eu un seul ETF dans l'histoire qui a été accepté aussi rapidement au niveau de la SEC. D'autant plus que jusqu'à présent, c'était plutôt assez négatif, quoi. La SEC avec Gary Gensler qui attaquait la crypto à tout va, au niveau des entreprises, également aussi au niveau des projets qui se lançaient. On avait Gary Gensler qui, quand il faisait sa conférence au MIT, expliquait que Ethereum n'était pas forcément une securities. Et puis de l'autre côté, quand on lisait ses tweets et son discours, c'était de dire qu'Ethereum, c'était pas une commodities, c'était forcément des securities, que toutes les autres cryptos, c'était des securities. À mon avis, il sera clairement sur la sellette et puis il ne sera pas réinstitué au niveau de la SEC. D'ailleurs, je crois qu'il y a une remplaçante, j'ai plus son nom, c'est une femme qui est beaucoup plus crypto-friendly et Trump a dit qu'il la mettrait à la tête de la SEC s'il était élu. Donc en fait, on voit qu'il y a un vrai changement qui est en train de s'opérer et peu importe le bord politique, qu'on soit républicain ou démocrate, en fait, on se rend compte qu'il y a un vrai intérêt de la part des politiques aujourd'hui de faire attention à ce qu'ils disent et d'essayer de contenter vraiment les personnes qui sont dans la crypto parce que ça représente une part importante et significative de l'électorat américain. Puis en plus de ça, ça représente quand même aussi l'avenir de ce qui sera créé en termes de richesse. Donc voilà, je pense qu'il y a eu une volonté de la part de Biden de faire un mouvement en faveur de la crypto et d'accepter de pousser la SEC à accepter les ETF Ethereum. Alors ça, c'est de la part de la SEC, mais il y a quand même une conformité pour les gros fonds de gestion comme BlackRock, Fidelity, Galaxy Capital, toutes ces boîtes-là, Invesco aussi. Il y a plein de boîtes qui ont lancé, déposé les dossiers pour l'acceptation des ETF parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas encore investir en tant que particulier ou professionnel sur un ETF Ethereum directement. Ce n'est pas encore disponible. Il faut juste qu'il y ait une conformité. Je crois que c'est le S1. Le dossier S1, on en parlera également aussi un peu après. Mais juste pour vous rappeler, un peu comme pour Trump, Biden, sur l'année 2024, avait quand même instauré, parce que là, ils essayent tous de tirer la couverture de leur côté, mais je vous rappelle que Biden avait essayé d'instaurer une loi visant à taxer à plus de 44% les personnes qui investissent en crypto. Et en plus de ça, la loi qui avait été présentée par Biden, c'était de taxer les investisseurs crypto, mais non pas sur des plus-values réalisées, mais sur des plus-values latentes, ce qui n'avait encore jamais été fait. Donc d'un côté, il voulait instaurer ce genre de loi, puis de l'autre côté, il dit ouais, mais regardez, moi je suis pro-crypto et tout. Donc c'est toujours un double discours, mais les gens à chaque fois oublient en fait ce qui a été dit. C'est un peu malheureux, mais c'est comme ça. Il avait également aussi proposé des taxes sur le mining qui étaient énormes, ce qui a poussé énormément de mineurs à quitter en fait le pays et aller ailleurs. Il expliquait que ça aurait pu récolter presque 10 milliards de dollars chaque année, mais quand on écoutait en fait les grosses entreprises de minage, quand il y a eu ce genre de règles et de lois qui avaient été proposées par Biden, en fait, il y en a beaucoup qui ont dit c'est bon, moi je me casse, je vais dans un autre pays parce que si tu as des règles comme ça avec une imposition aussi importante, c'est plus du tout rentable pour toi. Alors, j'ai parlé de Biden, j'ai parlé de Trump, mais il y a également aussi d'autres candidats, comme par exemple Robert Kennedy Jr., qui se présente aussi. Alors, il y en a d'autres, mais même lui dit que il est pour la liberté transactionnelle, la souveraineté monétaire, et lui aussi est en faveur d'une régulation plutôt positive à l'égard de la crypto. Donc, pour moi, en fait, peu importe aujourd'hui le candidat ou la personne qui sera élue, dans leur discours, on a l'impression que ça transpire quand même que le côté plutôt positif. Après, dans les faits, il faudra vraiment voir ce qui sera fait, mais c'est qu'une question de temps avant qu'on ait des vrais gros changements
d'un point de vue réglementaire, institutionnel, et on voit que ça commence à arriver petit à petit. Et je pense que les élections américaines auront un fort impact au niveau mondial sur comment sera vue la crypto de manière générale. Pour terminer mon propos, vous avez un site qui s'appelle donc Blockwork. Vous pouvez suivre en fait les ETF et l'approval des ETF spot Ethereum au fur et à mesure du temps. Donc là, vous voyez en fait toutes les grosses institutions qui ont déposé des dossiers. Faites attention, moi je vous invite plutôt à regarder les finales deadline, parce que vous pouvez toujours avoir des refus et tout. La finale deadline, c'est la date limite à laquelle en fait on ne peut plus repousser l'acceptation des ETF. Et moi, ce que je regarde principalement, c'est ce que fait BlackRock, parce que BlackRock a sur les 530 ETF qu'ils ont demandé d'être homologués sur les dernières années, il n'y en a qu'un qui a été repoussé, qui n'a même pas été refusé, mais qui a été repoussé. Donc, ils ont en fait un taux de réussite qui est proche de 100% au moment où ils déposent un dossier. C'est plus de 10 trillions d'actifs sous gestion, BlackRock, donc c'est clairement pas une petite institution, ça c'est clair. Et aujourd'hui, leur deadline, c'est celle qui est présentée ici. Alors là, je ne sais pas si ouais, si c'est ça, parce que je sais jamais si c'est le mois ou le jour. Mais là, je crois que tu vois, là, il y a 25. Donc pour moi, en fait, ici, ça va être le mois et ici, ça va être le jour. Donc entre juillet et août, en fait, si vous regardez entre juillet et août de cette année, on devrait avoir le lancement des premiers ETF Ethereum. Donc ça sera finalement sur cette année, ce qui risque d'avoir un impact important sur le marché. Et notre bon vieux Vanguard, qui avait refusé à l'époque de lancer les ETF Bitcoin, parce que ça ne rentrait pas dans leur politique et dans leur vision d'entreprise. Le CEO de BlackRock qui n'avait pas lancé les ETF Bitcoin s'est fait taper sur les doigts, et je ne sais pas s'il est encore à la tête de Vanguard, mais j'ai l'impression qu'ils veulent faire exactement la même chose avec Ethereum. Alors, j'ai l'impression qu'ils n'ont pas appris de leurs erreurs. Donc, ils ont pour volonté la même chose, de ne pas proposer à leurs clients des ETF Ethereum. Pour moi, c'est qu'une question de temps avant qu'ils fassent comme pour Bitcoin, qu'ils reviennent sur leurs décisions ou qu'ils commencent de nouveau à réfléchir là-dessus quand ils verront l'argent qui sera généré avec ces ETF. À voir un peu ce qui va se passer, mais pour l'instant, BlackRock n'a pas prévu de faire ça. Et ce qu'ils expliquaient dans leur communiqué, c'est que, donc là, c'est ce que je viens de vous dire, ils n'ont pas prévu il dit Spot Ether ETF will not be available for purchase on the Vanguard platform. Et ils expliquent juste après qu'ils pensent que les crypto-monnaies, que les produits en crypto-monnaie ne sont pas alignés avec leur vision et ce qu'ils proposent au niveau de leur entreprise. Et puis par rapport aux autres classes d'actifs, comme les equities, donc c'est les actions, les bonds, c'est les obligations, et puis le cash, et que eux, leur objectif avec Vanguard, c'est la création et le développement d'un portefeuille qui est bien équilibré pour le long terme. Et il y a plein d'études aujourd'hui académiques qui démontrent que d'avoir une part dans notre portefeuille long terme, principalement en Bitcoin aujourd'hui, mais avec les Ethers, pour moi, ça sera aussi intéressant d'en avoir, et que ça permet d'avoir un ratio de Sharpe qui est plus élevé, d'avoir une volatilité également aussi qui peut être beaucoup plus équilibrée sur le long terme, et avoir un rendement qui est nettement plus important, avec un risque qui est plus faible, parce que quand vous avez un ratio de Sharpe, notamment sur le Bitcoin, pour ceux qui ne connaissent pas trop le ratio de Sharpe, on en parlera peut-être un peu après, mais le ratio de Sharpe, ça correspond au rendement, au risque que vous prenez, enfin les rendements que vous pouvez espérer en investissant sur cette classe d'actifs par rapport au risque que vous prenez en vous exposant à un projet ou à une classe d'actifs en tant que telle. Et quand vous êtes sur un ratio de Sharpe supérieur à 1, ça veut dire que là, vous êtes clairement sur une balance ratio-risque qui est vraiment en faveur de votre côté, c'est-à-dire que le rendement que vous pouvez espérer est bien plus élevé que le risque que vous prenez en vous exposant à cette classe d'actifs. Et pour vous donner un ordre d'idée, sur le Bitcoin, depuis sa création, on est sur un ratio de Sharpe supérieur à 4. Ça ne s'est jamais vu dans toute l'histoire de l'humanité. Donc, c'est pour ça que quand on commence à parler de ratio de Sharpe, de la théorie de portefeuille moderne, là, les gestionnaires d'actifs commencent à revoir leur manière de créer un portefeuille et comprennent qu'aujourd'hui, avoir une part dans notre portefeuille exposée sur du Bitcoin, ça prend vraiment tout son sens. On n'est pas obligé de faire des gros all-in, mais ça prend vraiment tout son sens. Et voilà. Là, aujourd'hui, Vanguard n'est pas forcément d'accord, mais c'est qu'une question de temps avant que ça change. Ouais, et puis là, attends, parce que je gesticule, mais c'est vrai que tu ne me vois pas. Donc, du coup, je vais faire une petite incision ici aussi. Rappeler aussi que Vanguard, on avait déjà parlé du ratio de Sharpe aussi dans un précédent live.
mais aussi de Vanguard en tant que tel. Il y a quand même son CEO qui a démissionné ou qui va quitter son poste. Ça a été annoncé en mars 2024, donc période d'approbation des ETF Bitcoin, où il y avait des discussions autour de ça. Non, c'était pas la période d'approbation, mais c'est en fait, on commençait vraiment à avoir les vrais retours des autres acteurs qui se gavaient concrètement sur les ETF Bitcoin. Et il y avait quand même un petit backlash, on va dire que les investisseurs chez Vanguard, ils n'étaient pas trop contents d'être passés à côté de tout ça, quoi. Ils se sont dit, mais pourquoi vous nous avez pas, pourquoi nous, on n'a pas la possibilité d'investir sur du Bitcoin chez vous, alors que les autres, ils sont en train de se gaver grassement à côté. Ah bah ouais. Et donc, ça correspond à cette période-là avec le départ du CEO. Et donc, il y a notamment la partie technique avec le ratio de Sharpe, tout ça. Mais il faut bien comprendre aussi que les gérants de fonds, ça, il explique par exemple, moi j'ai lu un bouquin de Francisco Pamares qui a un gérant de fonds espagnol qui a fait aussi, qui gérait des fonds familiaux, donc juste un fonds d'investissement juste pour des familles. En fait, toi, ta stratégie en tant que gérant de fonds, mais tu as aussi en fait tous les investisseurs qui te foutent une pression monstre, que ça soit à la hausse ou à la baisse. C'est-à-dire s'il y a un actif que les autres ont et que toi, tu n'as pas, il se dit mais pourquoi je suis en train de passer, pourquoi je ne suis pas exposé à cette classe d'actifs. Les autres, ils ont fait 20%, ils ont fait un x2. Toi, tu m'autorises pas à l'acheter, arrête quoi, arrête de déconner, laisse-nous acheter. Et quand ça baisse, il dit mais on est surexposé, cette classe d'actifs, t'es en train de nous faire prendre l'eau, vends tout. Alors que toi, peut-être, tu sais que dans ta stratégie, c'est un mauvais passage et que ça va remonter plus tard. Mais il faut bien comprendre aussi que tous les gérants de fonds, ça, c'est un métier qui doit être quand même assez difficile parce que non seulement tu dois gérer un peu ton argent, mais aussi surtout l'argent des autres avec toutes les pressions qui vont avec. Donc, à mon avis, la capitulation de Vanguard, elle pourrait venir plus de le trop plein de pression de ces investisseurs parce que c'est quand même, je crois, le deuxième gérant de fonds au monde. Et du coup, ils ont quand même des gars qui pèsent un peu lourd et à force de se faire tanner, de recevoir des mails, des pressions de quand c'est que tu nous laisses acheter des ETF crypto, il y a moyen qu'ils lâchent sur ça. Avant, parce que le ratio de Sharpe, ils savent très bien. Après, ils veulent peut-être se donner un côté différenciation par rapport aux autres acteurs du marché. Mais au final, s'il y a suffisamment de pression de la part de leurs investisseurs, qui au final, ceux qui décident un peu la direction, hein, si tu as une majorité des investisseurs qui décident qu'ils veulent pouvoir investir sur ces produits-là à travers de Vanguard, au final, il y a quand même de grandes chances qu'ils décident de céder. Et je pense que c'est la lecture que fait un peu tout le monde, tous les acteurs du monde financier, quoi. Ouais, pour moi, c'est qu'une question de temps, de toute façon, avant qu'il fasse un pivot. Et comme tu dis, hein, si tu as la majorité des institutionnels qui proposent ça, si en plus de ça, c'est une réussite, ça permet de gagner de l'argent, il y a une demande et tout, voilà, c'est qu'une question de temps avant que ça arrive, parce que c'est un gros manque à gagner aussi, hein. Les mecs sont là pour faire de l'argent, hein, donc voilà, hein. Tiens, on va prendre quelques questions. Oui. Enfin, questions ou quelques remarques, hein. Alors, Martin qui disait, pour moi, en fait, ça n'a aucun effet sur ma crypto, mis à part mettre une volatilité de fou sur le marché, sur la crypto. On est tous pour Trump. Enfin, je pense que beaucoup de mecs en crypto sont pour Trump parce qu'au final, si Trump est élu, en fait, on a vu ce que ça a donné globalement sur les marchés financiers. Trump, quand il est élu, en tout cas son parti, souvent c'est synonyme d'un gros bull run sur les marchés financiers. Regardez un peu au moment où il a été élu, les performances sur les S&P 500, le Nasdaq, la crypto. Voilà, on a eu un bull run qui est vraiment pas mal. Et en plus de ça, c'est un fort communicant. Donc pour l'instant, on a l'impression que la majorité des personnes en crypto sont en faveur de Trump. Après, à voir ce qui va se passer. Oui, aussi petit commentaire par rapport à ce qu'on disait. Je pense qu'une bonne partie du revirement de veste qu'on a vu au cours de ces élections, il y a aussi le fait qu'entre 2019 et 2024, on a eu un cycle crypto, beaucoup plus d'adoption. Alors, j'ai pas réussi à trouver le pourcentage exact en crypto parce qu'il y a des sites qui disent 28%, d'autres qui disent 15% aux États-Unis. Mais dans tous les cas, on peut raisonnablement s'attendre à ce que le pourcentage ait quand même pas mal augmenté d'ici 2019. Et donc, du coup, il y a carrément aller chercher peut-être 15, 20% de vote par rapport à ça. Donc, s'il y a moyen de le faire, ils vont le faire, quoi. Ouais, mais tu vois, pour moi, il y en a qui rejoindre. disent, il y en a Jean-Daniel qui disait, il est comme nous, il évolue. Et je suis pas persuadé qu'ils aient vraiment évolué dans le sens, tiens, ouais, liberté monétaire, tu vois, genre, les valeurs liées à la crypto, je suis pas convaincu que c'est vraiment ce pourquoi ils se battent. Ils le font avant tout parce qu'il y a un électorat à aller chercher, c'est tout, quoi. Voilà. C'est des requins, ces mecs, hein. S'il y a de la thune à aller chercher, s'il y a de l'électorat à aller chercher, ils vont le faire, c'est tout. Quitte à vendre leur mère, hein, des fois, hein. Ils le feront.
Ouais, puis surtout, moi, j'avais lu aussi, alors j'ai plus son nom, mais apparemment, il aurait un conseiller qui, pour le coup, est vraiment pro crypto, qui s'y connaît pas mal, et c'est lui qui lui souffle un peu les petits talking points. Parce que Trump, en tant que tel, il n'est pas Mmh. forcément plus renseigné, plus pro crypto, mais c'est plus dans son équipe de campagne. Pour le coup, il y a vraiment des personnes qui sont dans l'écosystème, qui le comprennent et qui lui disent, si tu dis ça, ça c'est des points en plus. Si tu dis que Bah t'es pour la ouais. crypto, ça a des points en plus. Ross Ulbricht, ça fait des points en plus. Donc en fait, voilà, le mec qui lui souffle ses talking points, il dit, vas-y, tu veux taper la crypto, il y a peut-être, allez, 20% des Américains qui investissent, peut-être 10%. Dis ça. Dis ça, franchement, tu vois, l'écosystème crypto, ils vont entendre ça. Donc tu dis ça, c'est bon, le mec, ouais. Au final, Ben ça ouais, veut pas parce dire, qu'il ça il veut pas était dire très qu'il y bon en croit. Hein. communication. Il était très bon en Oui, communication, hein. Quand il parle d'Elizabeth Warren, quand il parle des CBDC et quand il parle de souveraineté monétaire sur le Bitcoin et Russell Bricht, en fait, il prend les gros mouvements libertariens et ce qui fait parler en ce moment en crypto, hein, globalement. Peu importe leurs avis sur la crypto et le reste en général, s'ils tenaient leurs promesses, ça se saurait. Je suis convaincu de ça. Moi aussi, en 2019, je trouvais la crypto scam, mais beaucoup, hein, beaucoup. Donc après, on peut se dire oui, ils ont changé et tout. Enfin, moi, je suis pas convaincu de ça. Je pense qu'ils pensent toujours la même chose et que si demain la crypto ça devient pas populaire, tu peux voir des changements et des retournements de veste aussi rapides, hein. Euh, tac, tac. Je sais pas si tu as des questions auxquelles tu veux répondre, Théo. Parce que là, il y en a beaucoup en fait, hein. Ouais, il y avait Ariane qui disait, elle dit juste ce que les gens veulent entendre. Ouais, je suis convaincu, hein. Convaincu de ça. Après, Tiens, aux européennes. Est-ce qu'il y a des candidats aux élections européennes qui est vraiment crypto-friendly? Je t'avoue que j'ai pas suivi. Je ne sais pas si toi, tu as des infos. non. Ou d'autres personnes dans le chat qui connaissent peut-être des députés ou des personnes qui sont vraiment pro-crypto et qui défendent les intérêts de la crypto. Mais en fait, je trouve que si on prend la France, voire même l'Europe, en fait, c'est pas insignifiant par rapport aux US, à la Chine et tout ce qui est à côté. Mais globalement, si on prend que la France, ça n'a pas vraiment d'impact, quoi. Oui, et puis l'Europe en général, on se rend compte qu'à chaque fois, on dit ça va être le hub technologique. En France, notamment, on fait des grandes annonces. Et au final, quand tu vois Les règles les et la législations qui réglementation. sortent, et là, c'est hyper contraignant. C'est un carcan réglementaire de fou, comme ils ont fait dans d'autres industries. Donc bon, j'ai pas l'impression qu'il y en a qui push ça particulièrement, ou j'ai pas vu passer de nouvelles. Par contre, au niveau régulation, ouais, ça resserre pas mal et ça met de plus en plus de trucs. Avec par contre des sorties lunaires sur on va KYC tous les wallets, tous les MetaMask, tout ce qui est Ouais, ça, c'est passé. Ouais. Ouais. privacy. Je sais pas si c'est passé exactement comme ça, mais en attendant, il y en a qui font ces propositions-là. Donc bon, Il y il avait y un moment a... donné, ils voulaient mettre aussi, on en avait parlé, mais tu sais, comme en crypto, les gens, ils oublient, ils voulaient interdire le self-custody. Ils voulaient interdire la détention de wallets type Ledger ou Trésor. Alors, c'était une proposition de loi, hein, ça a été refusé. Mais c'est des propositions qu'on voit. Donc, le KYC sur des front-end, sur la DeFi, également aussi tout ce qui va être lié du coup au self-custody, donc détenir des ledgers et tout, l'obligation de dire combien vous détenez en crypto sur vos ledgers, sur vos différents portefeuilles. Tout ça, c'est des réglementations qu'on a en Europe, quoi. Enfin, qui sont proposées, qui n'ont pas encore été acceptées, mais qui sont proposées. Et de l'autre côté, on a des discours comme Bruno Le Maire et tout, qui viennent te dire, oh, mais nous, on est pour la crypto, on est là pour créer de la valeur, au niveau économique, ça va apporter énormément de richesse et tout. Et puis tu vois ce truc-là, tu fais, mais putain. Enfin, moi, c'est le genre de truc, ça me fatigue en fait. Souvent, c'est des gens en plus qui n'y connaissent strictement rien, qui sont juste là pour parler de leur campagne et puis pour toujours attirer un peu plus d'électorat. Et puis des fois aussi, ils font ça exprès parce qu'ils savent qu'il y a de l'interaction, tu vois, pour booster leur réseau. Ils disent un truc un peu choc, voilà, ça va interagir, ça va faire monter dans l'algo et puis voilà, ils ont plus de visibilité, hein. C'était Trump, je crois, qui disait qu'il n'y a pas de mauvaise pub, quoi. Il n'y a que de la pub. Ouais, c'est la règle, et c'est ce qu'on évoque souvent sur les réseaux sociaux. Au final, que tu fasses un bon buzz ou un bad buzz, c'est quasiment la même chose. Et même C'est la des même fois, le chose. bad buzz, il y en a qui sont des spécialistes de ça, des trucs, faire la controverse, aller chercher le choc, aller chercher voilà, le clash, parce que ça fait de la pub, parce que les gens parlent de toi en bien, il y en a qui vont te soutenir, il y en a qui vont te clasher, mais dans l'ensemble, ça te fait de la visibilité, ça te donne des vues, on fait parler de toi, tu remontes dans les trucs, et puis voilà. Donc, Ouais. Ouais.